Bonjour tout le monde, mon nom est MacGregor Bouni, je suis Famic Technologies. J'aimerais déjà vous remercier de nous rejoindre pour cette édition de notre série de webinaires en français. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde connecté, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Donc, euh, Voici un résumé, la liste des webinaires qui sont prévus durant cette série. Aujourd'hui, 20 février, nous allons couvrir la session sur les nouvelles fonctionnalités dans Automation Studio 9.0. Ça va être à chaque semaine. La semaine prochaine, 27 février, même heure, à partir de 9 heures à l'heure. Donc, ce sera sur les nouveautés en simulation. Et la dernière séance prévue le 6 mars 2025 qui couvrira les nouveaux ateliers. Pour aujourd'hui, 20 février, celle des nouvelles fonctionnalités. Les présentateurs vont être moi-même, Marc Grégoire-Pouni, et accompagné de mes collègues Philippe Gagnon et Nicolaos Misevros. Tel que mentionné, voici les sujets qui seront couverts dans cette session. Nous allons parler de la variation du volume d'huile, les rapports et nomenclatures, l'apparence des composants et le bloc forêt. Et nous allons terminer avec une session de questions-réponses. À travers l'interface de GoToWebinar, nous allons prioriser la section questions pour répondre à vos questions. Si vous levez la main, nous allons bien vous demander de bien vouloir taper votre question dans cette section-là et puis nous allons pouvoir vous adresser. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Et il faut aussi mentionner que ce webinaire sera enregistré. Toutes les personnes qui se sont enregistrées à la séance, qui peuvent assister ou pas, vont recevoir une copie de cet enregistrement. Et par la suite, dans un délai raisonnable, nous allons aussi pouvoir poster cet enregistrement-là à travers de nos réseaux sociaux. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la session de webinaire. Je souhaite à vous tous une très bonne écoute. À bientôt. Merci. OK, donc cette fonctionnalité rend possible de simuler la variation du volume de fluide en fonction de la température. Donc, si on veut par exemple simuler l'évolution de la température dans un projet comme celui-ci, on doit premièrement activer l'évolution thermique dans les options de projet. Et dans les installations hydrauliques, on a cette configuration avec une température ambiante de 50 Celsius et une température initiale du fluide de 25 Celsius, ce qui va entraîner une augmentation de la température du fluide par dissipation. On démarre la simulation. Donc, on peut voir que le fluide commence à 25 Celsius et chauffe progressivement. Ici, on a augmenté le coefficient d'échange thermique des composants juste pour pouvoir observer le phénomène plus rapidement. On peut également voir que la masse volumique change avec la température, mais ce qu'on n'a pas, c'est une variation du volume. Ici, on peut voir que la hauteur dans le réservoir ne change pas. Donc, ça n'a pas tout à fait du sens physiquement. On devrait également voir une augmentation du volume de liquide dans cette boucle fermée à mesure que la masse volumique diminue, autrement dit, à mesure que le volume massique augmente. Donc, auparavant, on ne se souciait pas trop de ça, par exemple pour le calcul de la perte de charge, la densité est le paramètre qui a une influence. Mais pour certains composants comme les réservoirs, les vérins, les accumulateurs, ça peut être un problème. Pour cette raison, en version 9, on a maintenant l'option d'activer le calcul de l'expansion thermique du fluide également dans les options de projet. On démarre la simulation. Donc maintenant, on peut voir que quand la masse volumique change avec la température, le volume aussi, comme on peut le voir par la hauteur du fluide dans le réservoir. Donc, cette augmentation du volume dans la boucle fermée ici est entièrement due à la dilatation thermique. On peut aussi voir l'effet de ça sur la pression dans le réservoir. Et bien sûr, si on laisse aller ça pendant un certain temps jusqu'à ce que le volume fermé devienne saturé, on verra la pression se bâtir assez rapidement. On verra ça aussi, par exemple, dans les vérins. Donc ici, on a une masse qui pousse vers le bas sur le piston.
Le fluide est piégé, donc initialement, le poids a comprimé un peu le fluide et le piston s'est rétracté légèrement. Mais ensuite, l'augmentation de volume accumule de la pression et cela génère une force plus élevée du côté piston que du côté tige, et donc le piston avance très légèrement. On peut également voir la mesure du volume comprimé augmenter. Donc, ainsi avec ça, on peut par exemple simuler ce qui se passe si une machine est laissée au soleil pendant un certain temps à l'extérieur et que le fluide se réchauffe. On peut montrer comment le piston du vérin va légèrement bouger. Donc, ceci est maintenant pris en compte dans les composants et ça inclut les conduites. Dans le cas des conduites, il y a une valeur seuil dans les options du projet qui fait en sorte que les conduites dont le volume est plus petit que cette valeur vont ignorer l'expansion thermique. Donc, ceci est principalement pour éviter d'évaluer dans toutes les conduites du projet ce calcul et consommer de la puissance de calcul peut-être inutilement. Donc, une dernière chose à clarifier quand on dit expansion ou dilatation thermique, ça inclut bien sûr la variation du volume dans les deux sens. Donc, quand le fluide refroidit, on aura aussi une contraction du volume. Et ça couvre l'essentiel pour ce développement. On peut passer au prochain sujet. OK. Cette prochaine fonctionnalité permet d'afficher des champs d'une nomenclature ou d'un rapport en plusieurs langues simultanément. On a ici, par exemple, un projet avec une nomenclature qui est déjà commencée, avec certaines configurations. Donc, on peut voir qu'on a présentement la propriété nom du composant, des composants, en tant que champ dans la nomenclature et qu'elle est répétée 3 fois en 3 différentes langues. Donc, on utilise présentement pour ça le gestionnaire de traduction, qui est un outil qui permet d'entrer les traductions utilisateurs pour des textes et les afficher dans une langue de son choix en fonction de l'auditoire, indépendamment de la langue d'interface du logiciel. Mais le gestionnaire de traduction ne peut avoir qu'une langue d'affichage à la fois. Maintenant, la nouveauté dans les nomenclatures et les rapports, on peut ajouter une propriété traduite par l'utilisateur en tant que champ, la référer à une propriété existante et choisir la langue d'affichage localement pour ce champ. Donc ici, on va ajouter une autre description à quelques composants dans la liste et les faire afficher en 3 langues. Premièrement, on va retourner dans le gestionnaire de traduction. On va importer les traductions depuis la base de données centrale dans le projet en transférant leur dictionnaire. On pourrait aussi importer directement dans le projet à partir d'un fichier CSV. Donc ça, c'est les traductions qu'on importe dans le dictionnaire du projet. On sélectionne celle qu'on veut et on applique. Donc, elles sont maintenant ajoutées dans le projet. Maintenant, dans la nomenclature, on va ajouter la propriété description catalogue des composants en 3 langues. Donc, les valeurs pour cette propriété sont déjà entrées dans les composants pertinents en français. Donc, premièrement, on va l'ajouter en français. On ajoute une propriété de type traduite par l'utilisateur. On lui donne un nom et un alias. On la réfère à une propriété existante, celle-ci, et on choisit la langue d'affichage. Donc, on la voit apparaître ici avec certaines valeurs en français. Donc, on va maintenant faire la même chose en anglais. Propriété traduite par l'utilisateur.
on la réfère à la même propriété, mais cette fois en anglais. Et finalement, la même chose en espagnol. On applique. Donc, on a maintenant la valeur de ce champ pour quelques composants traduits en plusieurs langues, indépendamment de la langue d'affichage du gestionnaire de traduction ou même de la langue d'interface. Donc, ils sont toujours affichés en plusieurs langues simultanément sans avoir à changer de paramètres de langue. Et bien sûr, la même chose est possible dans le rapport tableur quand il est utilisé comme nomenclature. Ici, on l'a déjà complété. Il suffit de faire une mise à jour. Voilà. Donc voilà l'essentiel pour ce développement. On peut passer au prochain sujet. OK. Cette prochaine fonctionnalité permet d'afficher des couleurs de surlignage dans des zones des symboles des composants pour identifier des fonctions ou des états incluant en simulation. Donc, si on commence par exemple avec ce circuit, on a un schéma propre, noir et blanc, rien de plus. Ce qu'on peut premièrement faire ici, c'est activer le surlignage des conduites. Donc déjà avec ça, avec la configuration des standards qui a été faite dans ce projet, on peut voir comment on distingue plus clairement les différentes fonctions des conduites, comme les lignes de pression, retour, succion, etc. Donc maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est activer ce surlignage dans les composants. Donc maintenant, on a en mode édition les parties mobiles surlignées en bleu dans les symboles, la plupart des autres surfaces des composants représentées avec une couleur gris clair. Maintenant, si on démarre la simulation, on peut voir des couleurs commencer à s'afficher dans certains composants. Premièrement, on a un gris foncé pour les états inactifs et jaune pour les états actifs. On identifie les positions de tiroirs des distributeurs qui sont présentement utilisés. On peut voir que le moteur thermique tourne, mais ne transmet pas de rotation ou de couple aux pompes. Et ensuite, si on active l'embrayage, maintenant la pompe variable est activée. On peut voir les couleurs selon la pression dans le volume du piston de contrôle, aussi du côté fluide de l'accumulateur, qui montre aussi une autre couleur indiquant un gaz pressurisé de l'autre côté. On peut voir quelques valves et autres éléments avec la couleur jaune, indiquant qu'ils sont actifs quand il y a du débit ou qu'ils sont en train de réaliser leur fonction principale. Donc, on peut voir la couleur des différents composants activés et la couleur des volumes pressurisés. Et il peut y avoir aussi une couleur distincte dans les conduites et les volumes de composants pour indiquer une pression emprisonnée lorsqu'elle est au-dessus d'une certaine valeur seuil, comme c'est le cas présentement ici avec ces vérins en fin de course. Donc, ces différentes couleurs proviennent de la configuration dans les propriétés du projet. On a une catégorie standard pour l'apparence des composants où toutes ces choses peuvent être configurées. On retrouve ici les couleurs qu'on voit sur le schéma et qu'on voyait en simulation. La couleur et l'épaisseur du trait du symbole peut aussi être modifiée. Et ce standard d'apparence de composant peut aussi être assigné dans le standard du document par type de composant. Donc, on peut choisir aussi, par exemple, de faire varier ces attributs pour certains types de composants. Par exemple, si les pompes, je leur donne une autre apparence,
elles sont maintenant représentées avec un trait différent. Et ces fonctionnalités, donc, sont maintenant possibles pour les ateliers hydraulique, pneumatique, mécanique et de commande. Donc, pour tous ces composants, on peut utiliser ces couleurs pour illustrer plus clairement certaines fonctions ou états dans un système. Donc, en changeant seulement un standard de document et en activant des propriétés, on peut rapidement, avec un schéma noir et blanc, en faire un document de formation ou de publication technique, plus visuel. Et une toute dernière chose à mentionner, c'est possible de modifier la configuration de ces zones de surlignage dans un symbole si on le souhaite, ou d'ajouter cette configuration à certains anciens symboles auxquels ça pourrait manquer. Par exemple, si pour ces clapets pilotés, je préfère afficher la couleur active dans toute la boîte plutôt que seulement la bille, j'ouvre l'outil de configuration, je l'ajoute, tac, et voilà. Donc, c'est ça l'essentiel pour ce développement et ça conclut ma partie. Donc, merci et je laisse mes collègues poursuivre. Merci. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil aux nouvelles mises à jour de l'atelier Bloc Forêt dans la version 9.0. Alors, j'ai ici un projet avec un Bloc Forêt très simple, 2 composants et des ports. On peut voir un des composants, c'est un composant personnalisé du catalogue Ice Manifold Elements. Et dans la version 8.0, on était toujours capable de modifier la forme 3D générique qui se trouvait dessus. Mais là, dans 9.0, on a une nouvelle fonctionnalité qui nous laisse utiliser un fichier step externe pour modifier le 3D. Alors, pour accéder à cette fonctionnalité, il faut faire un clic droit sur le composant et accéder à la fenêtre paramètres du modèle 3D. Dans cette fenêtre, on voit la fonctionnalité qui existait dans les anciennes versions où on pouvait modifier la dimension de la forme 3D générique. Mais là, dans cette version-là, on a de nouvelles fonctionnalités. Pas de modèle 3D, alors qui enlèverait la forme générique, et modèle 3D externe. Alors, je vais charger un modèle 3D que j'ai pour cette cavité-là. Et on va voir dans ce cas-là, le fichier 3D rentre dans la cavité parfaitement, mais dépendamment de comment le modèle 3D a été créé, c'est possible qu'il va falloir modifier la position alors que ça ne se place pas à l'intérieur de la cavité parfaitement. Et je vais démontrer ce cas-là maintenant. Alors, avec le composant port, où on peut aussi ajouter des fichiers 3D, je peux ajouter un 3D d'un fitting, par exemple. Alors, je vais faire ça. Et on va voir que la position va devoir être ajustée. Alors, dans ce cas, on voit même que le modèle 3D est en interférence avec l'autre composant. Alors, pour faire cela, dans l'onglet Dessin, on voit qu'on a une nouvelle, un nouveau groupe de commandes. On a, quand le modèle 3D externe est sélectionné, on voit qu'il y a la commande positionnement qui est actif. Alors, je vais cliquer sur cette commande-là et on entre dans un mode de positionnement. Alors, je vais double-cliquer pour entrer en vue de face, sélectionner mon composant à modifier et je vois que j'ai 2 commandes de rotation qui sont actifs et je vois qu'avec une rotation gauche, je vais avoir la bonne orientation
de mon modèle 3D. Prochaine chose à faire, c'est ajuster la verticalité, par exemple ici, le positionnement. Alors avec un clic puis un glisser déposé, on peut positionner notre 3D dans la cavité. Alors, quand je suis content avec le positionnement, je peux simplement cliquer sur la commande positionnement encore pour quitter ou cliquer sur la touche échappe de mon clavier. Alors, je quitte le mode, mais on n'a pas encore terminé. Vous êtes peut-être familier avec les enveloppes d'interférence. Alors, si j'active dans l'onglet affichage la commande enveloppe, on voit que on a les enveloppes d'interférence qui sont visibles. Et si je retourne à mon onglet dessin et sélectionne mon composant, je vois qu'on a une commande enveloppe dans le groupe de commandes modèle 3D. Je vais cliquer dessus et j'entre dans un mode où on peut définir les enveloppes. Alors, je double-clique pour entrer en vue de face et je vois que j'ai des encres d'ajustement de mon enveloppe d'interférence, puis je peux l'ajuster dans toutes les directions que je veux. Quand je termine, encore touche échappe du clavier ou cliquer sur la commande enveloppe encore pour sortir. Alors, ça couvre la nouvelle fonctionnalité de Step externe, utilisable dans les ports et dans les composants personnalisés. Prochaine chose à regarder comme nouvelle fonctionnalité va être l'affichage de vue en coupe dans les dessins. Alors, pour commencer, il va falloir définir sur notre 3D l'aire de la ligne, l'aire de notre vue de section. Alors, pour faire, on utilise la commande ligne de coupe. Alors, dans un nouveau groupe de commandes appelé vue en coupe, on voit qu'on a une ligne de coupe ISO ou ASME qui est disponible. Nous, dans ce cas, on va utiliser la ligne de coupe ISO. Alors, je vais entrer en vue face pour commencer. Peut-être comme ça. Et je vais cliquer ligne de coupe. Un clic sur le bloc et je suis capable d'insérer ma ligne de coupe. Cette ligne de coupe est ajustable avec cette encre bleue et je peux la mettre parallèle à une surface du bloc que je veux. Alors, je décoche ligne de coupe et maintenant je peux déplacer ma ligne de coupe et elle va s'attacher automatiquement au centre de ma cavité si je m'approche du centre. Alors, par la suite, je vois que l'aire de la ligne de coupe, cette commande-là, est active. Si je clique un autre point de notre bloc, je vois que quand la ligne de coupe n'est pas sélectionnée, la commande aire de la ligne de coupe n'est pas active. Alors, je sélectionne ma ligne de coupe, je clique sur aire de la ligne de coupe et j'entre en mode de définition de l'aire de la ligne de coupe où, avec un clic, je peux définir l'aire. Alors, comme ça. Et en cliquant finalement sur l'encre de destination, j'ai l'aire de ma ligne de coupe qui est définie. Et maintenant, on est prêt pour insérer une vue en coupe sur notre dessin. Alors, on quitte le mode. Je vois l'aire de ma ligne de coupe sur mon modèle 3D. Je peux le désactiver à partir de l'onglet affichage et de la commande vue en coupe à n'importe quel moment si je ne veux plus le voir. Mais là, j'accède au document dessin technique et je vais activer l'explorateur de bibliothèque. Alors, dans l'explorateur de bibliothèque, je vois que ma vue en coupe est en train d'être générée parce qu'on vient de le définir. Et dès que c'est prêt, on va pouvoir l'insérer avec un glisser-déposer sur mon document. Alors, j'ai ma vue en coupe. Et la prochaine fonctionnalité
qu'on va voir, ça va être les commandes à notation qui ont eu des mises à jour. Alors, on peut voir maintenant, on a une commande axe et encre. Alors, encre pour créer des encres personnalisées sur lesquelles on peut ajouter des cotes. Et les axes aussi, parce qu'on avait précédemment les cotes ordonnées et les cotes linéaires. Et maintenant, on a aussi les cotes angulaires. Alors, pour créer des cotes angulaires, on va devoir ajouter des axes. Alors, si je clique sur la commande axe, je vois que j'ai mes encres qui sont là par défaut. Et je peux commencer à créer mon axe en cliquant sur un de ces encres. Et avec un deuxième clic, mon axe va être créé. Si je clique dessus, j'ai un encre de positionnement qui va me laisser ajuster la position. Et je vois que mon encre me laisse, dans le fond, m'accrocher, que je suis capable de m'accrocher à un autre encre. Alors, je vais faire cela parce que je vais vouloir mesurer l'angle entre un axe ici puis un axe de l'autre côté qu'on va créer. Alors, je crée mon autre axe, comme ça. Juste la position. Et je vais ajouter ma cote angulaire. Alors, je clique sur mon premier axe, je clique sur mon deuxième axe, et j'ai un angle qui est affiché. Non seulement on a cette cote qui est affichée, mais on peut modifier la valeur si on veut. Alors, en ajustant, avec un clic droit, je accède au menu contextuel, puis j'ai la commande définir un angle qui va ouvrir une fenêtre pour modifier l'angle. Alors, je peux ajuster un axe par rapport à l'autre pour avoir l'angle que je veux. Par exemple, si je veux, au lieu de 43.2, 43 exactement, j'ajuste l'axe 1. Alors, l'axe 1 va être modifié pour avoir un angle de 43 degrés. Alors, j'ai ça qui est affiché. En plus d'avoir cette option pour les cotes angulaires, cette option est aussi disponible pour les cotes linéaires et cotes ordonnées. Alors, on peut quand on a cette option-là, il va y avoir des encres qui vont être déplacées, des encres personnalisées, c'est-à-dire. Prochaine nouvelle fonction à regarder va être l'éditeur de cartouches, dans le fond. Alors, je vais juste faire un zoom de la page. Alors, en entrant dans la configuration courante du schéma, on va voir les options de notre dessin ici, et je vois dans les options cartouches que j'ai 3 nouvelles commandes qui vont être modifier le cartouche sélectionné, créer un nouveau cartouche et supprimer le cartouche sélectionné. Alors, on va commencer par modifier le cartouche sélectionné. On ne va pas créer un nouveau cartouche dès le départ, on va juste regarder ce qui a été utilisé pour créer la cartouche et comment le cartouche fonctionne, dans le fond, l'éditeur de cartouche fonctionne. Alors, on peut voir ici tous les éléments qui composent notre cartouche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la commande cadre. Alors, chaque cartouche est formée d'un cadre. Alors, si je sélectionne le cadre, dans le fond, ici, dans le fond, laisse-moi sélectionner ça. OK, je sélectionne le cadre. On peut ajuster la position du cadre sur la position de notre cartouche. Alors, par exemple, le déplacer en coin en haut droite ou le retourner à sa position initiale. En plus de cela, j'ai l'option d'ajouter des textes. Alors, dans notre cadre, on définit nos sections avec les lignes, puis ensuite on ajoute des textes. Et ces textes-là peuvent être de différents types. Alors, si je double-clique, par exemple, sur l'échelle, ici, ça m'ouvre une fenêtre et on peut voir que l'échelle, le type de texte, c'est une propriété de projet, dans le fond. Alors, la valeur qui est affichée là, 1, 2, va être renseignée, dans le fond, à partir des propriétés du projet. Alors, j'ai différentes propriétés qui sont sectionnables dans une liste. Par exemple, le matériau qui est utilisé. Alors, ça, c'est défini dans le document paramètres du projet. Et ce qui est défini là va être automatiquement renseigné dans notre
boîte de texte. On a d'autres types de propriétés. Dans le fond, afficher un simple texte, ça va être le titre de chaque section. Par exemple, échelle, ça ne change jamais, c'est constant. Et afficher un texte éditable, ce qui va être comme la description ici. Alors, on a différents textes, boîtes de texte, description qui se trouvent là. Et si je double-clique dessus, on peut voir ils sont éditables et j'ai accès aux propriétés aussi. Et on voit que c'est un texte éditable. En accédant au dialogue propriété du cartouche, on voit que ces lignes de description-là sont, dans le fond, éditables. En quittant, pour quitter ce mode-là, on peut sauvegarder le cartouche dans un différent nom si on a commencé d'un cartouche existant. Et on peut quitter. Alors moi, je vais le quitter, je ne vais pas sauvegarder mon cartouche. Une autre fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est par rapport au système de prix ou de calcul de coût du bloc. Vous êtes familier que dans la dernière version, on a ajouté les calculs de prix par Excel. Alors, cette méthode-là consiste d'un export des paramètres du projet, des paramètres d'usinage de notre bloc dans Excel, où on peut traiter tous les données comme on veut et ajouter nos propres formules pour calculer les prix et les coûts de notre bloc. On a aussi l'autre méthode. Alors, si j'accède aux préférences, juste paramètres des prix, alors on a le système Excel et la sélection de la liste de prix qui est une BD, une base de données, par exemple, qu'on peut ouvrir avec un outil comme SQL Database. Et ce fichier de prix-là était un peu moins puissant que Excel, alors on voulait ajouter plus de contrôle pour l'utilisateur qui utilise cette méthode. Et cela consiste de l'ajout de deux tables dans la BD, qui est Machining Time Cavity, Machining Time Drilling. Alors, le temps d'usinage d'un passage ou d'une cavité de composants ou d'un port. Alors, si j'ouvre ce tableau pour les cavités, on voit qu'on a un temps pour usiner une cavité VC08-2 de 1 minute. Et pour les perçages, on a différents diamètres de perçage, dépendant de la norme qui est utilisée pour le système d'unité, et des temps pour percer ces diamètres-là aussi. Vous êtes familier qu'on a des prix dans l'onglet Block Price Rules. Alors, pour chaque étape de l'usinage du bloc, on a différentes formules. Et à cause de ces nouveaux tableaux, quand on a l'information renseignée à l'intérieur, il y a des centaines de ces formules qui vont changer. Par exemple, les cavités et les perçages ici. Alors, avant, on avait le nombre de cavités multiplié par un coefficient de cavité qui était défini dans le tableau des coefficients. Alors, ici pour un coefficient de cavité, par exemple. Mais quand on renseigne ces tableaux, la formule va changer. Ça va donner nombre de cavités multiplié par le temps d'usinage de la cavité définie dans le tableau, multiplié par un nouveau coefficient qui s'appelle cavité prix par minute, dans le fond. Alors, on peut définir le coefficient ici pour cette propriété. Alors, ça donne un peu plus de contrôle sur le calcul du coût en utilisant cette méthode-là et l'amène plus en ligne avec l'export Excel qui donne beaucoup de pouvoir à l'utilisateur en termes de calcul de ces prix. Finalement, pour les dessins, la dernière ajout, c'est on a plus d'outils disponibles dans les commandes de dessin. Alors, on a les courbes qu'on peut créer maintenant. On a les arcs qui sont aussi insérables, qu'on peut ajuster, et les polygones. Aussi. Alors, des nouveaux commandes qui sont disponibles dans l'onglet dessin.
Et cela couvre donc les nouvelles mises à jour de l'atelier Bloc Forêt pour la version 9. Et maintenant, nous allons passer à la section de questions et réponses. Merci. Oui, merci à mes collègues présentateurs. Donc, nous avons reçu quelques questions que nous allons adresser présentement. Donc, je vois que la première porte sur le premier sujet qui a été traité, la variation du volume de fluide. Donc, la question serait la suivante. Si l'expansion dans un volume confiné cause une augmentation de pression, est-ce possible de recevoir un avertissement? Donc, là, je pense que ça a été présenté. Ouais, Oui. OK, oui, bonne question. Donc, oui, la réponse est oui. Donc, comme toujours, si on active dans les options de simulation, cette option pour surveiller et signaler les composants en défaut, donc qui dépassent leur valeur limite. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va, en simulation, surveiller pour chaque composant, ça va surveiller ses propriétés de pression max, débit max, température max, et déclencher un avertissement lorsqu'elle est dépassée. Donc, par exemple, dans le cas de ce qui se produit avec l'expansion thermique, si ça génère une pression, ce qu'on peut faire ici, c'est je vais dans le vérin, je vais diminuer ma pression max à quelque chose de tout petit, 3 bars, juste pour qu'on s'y rende plus vite et qu'on voit qu'on puisse déclencher l'avertissement. Je vais aussi retirer la charge de 0 kg pour que pour que la pression qui se bâtisse soit entièrement due à l'expansion thermique. Et là, que je rappelle, ça va se produire plus vite parce que j'ai un peu exagéré les propriétés d'échange thermique, de conductivité thermique avec l'ambiant. Donc, si on démarre ça, ah oui, c'est vrai, j'avais désactivé mes options pour la thermique. Après, je vais les remettre. OK, donc on a le volume qui se comprime, la pression qui se bâtit, et quand on atteint 3 bars à un des connecteurs du vérin, on a un déclenchement d'une alerte qui est affiché comme ça, avec le petit avertissement, et aussi c'est logué, c'est documenté dans l'explorateur des messages, avec un hyperlien pour chaque connecteur du composant qui dépasse une des propriétés limites. Et donc, quand on clique, ça nous envoie au composant. Donc, oui, avec ce développement, c'est possible de l'utiliser conjointement avec celui des avertissements pour recevoir les avertissements quand on dépasse les valeurs limites. Donc, je vais le désactiver au cas où je relance une autre simulation. On ne voudra plus le voir. Bon, c'est ça. parfait, merci Philippe. Je pense également que la prochaine question va te concerner aussi. C'est la suivante. Est-ce possible de créer une traduction pour n'importe quelle propriété? Donc là, je pense que ça va avoir rapport au BOM. Oui. Donc oui. Oui. Donc c'est possible du moment que les traductions utilisateurs sont présentes dans le dictionnaire du projet. C'est possible de les traduire, pas seulement pour les propriétés, n'importe quelle propriété de composants qui sont bien sûr du texte, donc documentaire, n'importe quelle propriété, mais aussi incluant les propriétés perso, ainsi que les propriétés du document. Donc pour les propriétés perso, on parle de on peut ajouter des variables personnalisées sur les composants. Si je le fais via les propriétés du projet avec les variables globales, je peux ajouter une variable à tous les composants du projet. Ça va être de type string, bien sûr, pour être du texte. On va l'appeler test. Ça ajoute cette variable à tous les composants du projet.
peut voir ici en bas, dans la catégorie perso. Et là, bien sûr, si on documentait des valeurs dans ces propriétés-là et on avait les traductions dans le gestionnaire de traduction pour le projet, eh bien, on pourrait, en effet, dans le nomenclature, dans la configuration des champs, si on ajoute encore une propriété traduite par l'utilisateur, on peut bien sûr sélectionner, donc si on sélectionne un champ traduit par l'utilisateur, on peut bien sûr sélectionner la propriété qui lui est référée. On peut sélectionner pour ça cette propriété perso, test, que j'ai ajouté à tous les composants. Et bien sûr, l'afficher dans plusieurs langues simultanées. Ça demeure le même fonctionnement. Donc, je pourrais avoir des valeurs en anglais pour ma propriété perso test. Là, j'ai mis aucune valeur, donc bien sûr, ça va être vide. Je pourrais la dupliquer pour l'afficher dans une deuxième langue, pareil comme on a fait pour les deux propriétés précédentes. Et c'est aussi possible dans les variables d'information sur les documents, ces propriétés texte ici peuvent aussi être prises en charge par les champs traduits par l'utilisateur dans la nomenclature. Merci. Parfait, merci Philippe. Autre question encore. Est-ce qu'il est possible de créer un modèle de template de nomenclature et choisir quoi afficher? Oui, oui. Donc ça, c'est pas nouveau que une fois la configuration d'une nomenclature terminée, on peut la sauvegarder en tant que modèle. Et donc, ça pourrait inclure la configuration qui inclut des champs traduits par l'utilisateur sous plusieurs langues simultanément. Donc, on pourrait vouloir garder un modèle de nomenclature qui affiche seulement certaines langues. Donc, on pourrait retirer des langues ici et sauvegarder ça comme modèle. Mais ce qui serait le plus judicieux, je crois, ce serait de générer un modèle à partir de comment il est comme ça. Donc, je vais mettre ça test. Et si je viens ici en créer une autre à partir de modèle personnalisé, mon modèle perso est là, test. Donc, ça va contenir toutes les mêmes configurations. Je pourrais réutiliser ce modèle de nomenclature, bien sûr, dans un autre projet, et ça va prendre les valeurs du projet. Et là, j'ai toutes les langues qui sont là par défaut, que j'ai choisi de configurer. Mais on peut facilement ne pas supprimer une langue, mais seulement temporairement désactiver son affichage, comme ça. Elle demeure dans la configuration, mais temporairement, je n'affiche pas description du catalogue et nom du composant en une langue seulement. J'ai seulement anglais et français. Donc, on peut regarder toutes les langues qu'on peut vouloir dans le modèle, mais après ça, en l'insérant contextuellement dans un projet, juste désactiver l'affichage de certaines langues. Donc, c'est ça. Merci. Pas de problème. Merci pour les explications. Donc, je vois qu'il y a quelques autres questions qui sont rentrées. La prochaine, c'est pour les traductions. Si je les ai en format Excel, comment est-ce que je peux les utiliser dans le gestionnaire de traduction? Oui, donc comme mentionné brièvement, oui, on peut importer depuis un fichier Excel, donc un fichier CSV, dans les traductions, donc dans le gestionnaire de traduction. Si j'ai des traductions dans un fichier CSV, je peux l'importer soit dans le dictionnaire du projet, donc par projet, ou dans la base de données de traduction utilisateur. Comme j'ai montré, j'avais quelques traductions déjà là-dedans et je les ai transférées vers mon projet. Donc, mais ces deux entités-là, on peut importer depuis un fichier CSV. Il suffit de faire importer ici, pointer à un fichier CSV qui n'est pas ici, qui est dans... j'en ai pas un pour le moment, mais donc on peut importer depuis un fichier CSV, comme ça.
Et on va avoir le dialogue d'import de termes qui va apparaître pour sélectionner les termes reconnus et les langues qu'on veut ajouter au dictionnaire cible. Donc oui, on peut importer à partir du CSV. Et si on veut bien sûr connaître le format des colonnes du fichier CSV qui est attendu, le plus simple, c'est toujours de partir d'un fichier qui a quelques traductions, faire un export, récupérer ce fichier-là, l'éditer et le réimporter dans le projet voulu. Merci. C'est bon. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande aussi, est-ce que c'est possible de changer la langue d'un champ après, dans le fond? Oui, oui, on peut toujours revenir dans la nomenclature, dans la configuration des champs. Pour n'importe quel champ traduit par l'utilisateur, une fois qu'il est ajouté, on peut toujours revenir de un, changer la langue d'affichage et on peut même venir changer la propriété référée. Une fois que c'est fait, ça demeure modifiable. C'est bon. Donc, je pense que la prochaine question, ça porte sur l'apparence des composants que tu as aussi présenté, Philippe. Donc, j'imagine que ça va être encore toi. Euh, donc, on nous demande, est-ce que les critères et les couleurs peuvent être différents selon le type de composant? Oui, en effet. Donc, on a vu brièvement, j'ai appliqué une apparence différente qui donne un trait plus gras seulement aux pompes. Avec ce même fonctionnement des standards, on peut faire la même chose. Donc, si je retourne dans les propriétés du projet, au niveau ici, dans l'apparence des composants, ce que je peux faire, c'est faire une copie du standard d'apparence par défaut. Et dans celle-ci, on peut faire quelques modifications. Disons, la couleur du composant actif pourrait être plutôt en orange. Et les volumes hydrauliques fermés, le critère de coloration, plutôt qu'être la pression, ça pourrait être le débit. Ensuite, bien sûr, je dois venir dans le standard du document, attribuer ça à certains types de composants. Donc, tous les composants sont typés, ils ont tous une propriété type avec une de ces valeurs sélectionnées. Et donc, ça permet d'attribuer des apparences différentes. Donc, par exemple, je pourrais dire que les pompes, les actionneurs linéaires et, disons, l'instrumentation, je vais leur donner le standard d'apparence copié. Donc, OK. Maintenant, c'est effectif. Et si on démarre la simulation, on devrait pouvoir voir la différence. Donc, si on engage, on démarre. Donc, on peut voir premièrement les pompes et les instruments. Lorsqu'elles sont actives, la couleur, plutôt que d'être jaune, est orange. Les autres composants continuent d'utiliser le jaune pour indiquer leur état activé. Et aussi, au niveau des volumes, si j'active quelques actionneurs, donc ça se voit moins facilement, mais si on pose donc dans les volumes des symboles des composants, donc les volumes des actionneurs et les volumes du piston de contrôle, de la pompe variable, on peut voir que la couleur maintenant n'est plus basée sur la pression, mais sur le débit. Ce qui explique qu'ils n'ont pas forcément toujours maintenant la même couleur que la conduite, parce que la conduite continue de fonctionner par le critère de pression. Donc maintenant, eux, ils fonctionnent par des valeurs seuil de débit. Seulement les actionneurs et les pompes. Donc, c'est possible de différencier tout ça. Et pour terminer, juste un petit rappel, toutes ces couleurs-là en animation qu'on voit, ça provient du standard de conduite en simulation. Donc, les seuils de couleurs par pression, débit, à l'origine, c'est surtout prévu pour les conduites. Donc, c'est pour ça que ça se trouve ici, dans les standards des apparences des conduites en simulation.
Et donc, c'est d'ici d'où ça provient. C'est les mêmes couleurs qui sont reprises par les composants quand on y va par pression ou par débit. Donc, on peut voir d'où proviennent ces couleurs. Il y a des valeurs seuil, soit par pression, soit par débit. Et dans le cas des conduites, c'est aussi possible d'avoir des valeurs seuil selon la vitesse du fluide dans la conduite et la température. Pour ce qui est des composants, on se limite à la pression et le débit pour le moment. Mais ça provient de ces standards-là qui sont pour les conduites. Voilà. Je crois que ça répond à la question. Parfait, oui. Merci. Je pense que les prochaines questions qu'on a reçues, ça va être sur l'atelier de bloc forêt. Donc, je vais mettre Nicolas en mode présentateur. Et première question, ça porte sur les exports. Donc, est-ce possible d'exporter des dessins en format DXF? Donc, là, on parle des documents de dessin technique et de production. Est-ce qu'ils sont exportables en format DXF? Oui, ben, dans le fond, j'ai pas besoin de montrer mon écran, c'est pas vraiment quelque chose à montrer. Alors, mais plutôt, dans le fond, dans la version SR2 qui va venir dans le futur, on a ajouté l'export en format DXF pour les dessins techniques et de production. Alors, pas dans la présente version, mais dans la version SR2 future. Parfait, merci beaucoup. Donc, autre chose qu'on a reçu, est-ce que je pourrais ajouter ma liste de pièces dans la cartouche? Euh, Dans la présente version, non, mais dans la version SR2, nous avons ajouté deux tableaux dynamiques, dans le fond, deux listes dynamiques qui pourraient être ajoutées aux cartouches, et ce sont les listes de révision en plus de la liste de pièces, alors qui se rempliront au fur et à mesure que le projet est complété, qu'on ajoute des composants ou qu'on crée des nouvelles révisions. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui va venir dans la prochaine version SR2. D'accord, donc bon à savoir. Donc, aussi, est-ce que la seule façon de mesurer la pression dans notre bloc pendant la simulation est de survoler avec la souris un point spécifique? Euh, Ça aussi, oui, dans le fond, pour voir la pression ou la température ou le débit à un point dans le bloc forêt, il faut présentement mettre la souris sur ce point-là. Puis vous pouvez voir le tooltip qui s'affiche, l'infobulle. Euh, dans euh, dans la prochaine version aussi, nous avons ajouté similaire au instrument de mesure qu'on voit dans le schéma AS normal, où on peut voir le débit ou la pression ou la différence de pression. Euh, on va avoir ça qui peut être affiché directement sur le 3D. Alors, des instruments de mesure qu'on peut insérer directement sur le 3D pour afficher ça, puis on n'aurait plus à survoler avec la souris. Alors, oui, ça aussi. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on remercie tout le monde d'avoir participé aussi à cette séance. Donc, merci à mes collègues aussi. Donc, un petit rappel, donc la prochaine séance, ça va être le 27 février, donc la semaine prochaine, dès 9 heures AM. Donc, là, nous allons couvrir la partie sur les nouveautés en simulation. Donc, merci de votre présence. Donc, on vous attend la prochaine fois. Donc, bonne journée tout le monde. Merci.